en principe, la réunion est diffusée maintenant en direct. Donc, Vincent, on est en direct. Salut, mon cher. OK. Là, parle pas trop vite. Attends, sois pas pressé. Je sais que tu as hâte de parler. On va juste finir le partage parce que la magie de l'informatique et des nouvelles technologies, maintenant, une partie de ma communauté nous voit. On va partager ça sur mes autres groupes pour que le plus de gens possible puissent voir le beau message et la personne qui est avec moi, Vincent Fournier, un bagage extraordinaire. Vous allez voir, mes amis. Désolé de ne pas être tout entier avec vous pour l'instant. Je veux juste toucher le plus d'entre vous. Toi, Vincent, impatiente-toi pas, raccroche pas tout de suite. Je suis là, je bouge pas. Un partage, un autre ici sur une page. Sur une page là. OK. Publier. Ça me dit qu'il y a une erreur. On la mettra tantôt. Ça ne veut pas passer là. Vive les technologies, hein? Oui, c'est ça. Tu sais, hier c'était la même chose. Quand j'ai commencé avec Daniel Blouin, j'étais tellement inconfortable parce que ça fait longtemps que je n'ai pas touché à la technique pour venir sur des Facebook comme ça. Puis cette façon-là de faire un Zoom, de le partager sur Facebook, moi, je pensais là, que je n'étais pas tout à fait bon de moi pas le savoir parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas touché. Vois-tu, avec Daniel, j'ai eu la même réponse que tu m'as faite tantôt. Colin, Carl, je ne savais pas que ça se faisait. Non, effectivement. Là, puis on s'aperçoit des fois qu'on est inconfortable parce qu'on se sent, on se diminue à côté de tout le monde, puis on se dit, comment ça fait que moi, je ne suis pas bon de même? Puis on s'aperçoit dans le fond que des fois, regarde, on n'est pas si pire que ça. Ça, je t'avouerai que c'est un des conseils que je donne beaucoup à mes entrepreneurs quand je travaille avec eux et aux gens que j'accompagne, c'est de prendre un petit peu de perspective, un tout petit peu, puis se décoller le nez sur l'arbre. Souvent, les solutions apparaissent beaucoup plus facilement pour les mois en comparaison. Oui, effectivement. OK. Bon, les partages sont envoyés. Je réessaye juste une dernière fois sur mon groupe Académie. Et si ça ne passe pas là, on décolle ça parce que là, je veux qu'on ait du temps pour... Oh, parfait, ça a marché. Cool. Excellent. Donc, c'est sur toutes mes plateformes. Et puis ensuite, on va mettre ça en rediffusion pour tout le monde. Bienvenue à tous. Je ne sais pas si on a des gens qui sont connectés. Si vous êtes en place, si vous pouvez nous faire des petits pouces, des petits lives. Dites-nous si le son est bon, si vous nous entendez bien. On est parti pour les 5 prochaines heures. J'ai ma bouteille d'eau, je suis correct. On veut surtout donner un avant-goût de ce qui va se passer le 5 novembre prochain, lorsqu'on va faire notre événement à Québec. De 7h à 10h le soir, donc de 19h à 22h dans la salle Le Bourgneuf, la scène Le Bourgneuf, où on va parler à des entrepreneurs, où on veut amener l'expérience de ce qui se passe en arrière-scène de l'entrepreneuriat. Parce que c'est beau, là on voit deux bonhommes qui se connectent sur un Facebook Live pour transmettre l'énergie, comment est-ce que c'est le fun, l'entrepreneuriat. Puis ça, on en voit beaucoup qui le présentent. Mais on voit très peu de gens qui nous donne la réalité de ce qui se passe vraiment en arrière. Puis là, il faut s'entendre. Là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ne disent pas hey, oui, moi, ça va bien, ma business va numéro 1, je vais te donner les trucs, tu vas voir, c'est facile. Non, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de la majorité des gens qu'on rencontre quand on n'est pas dans des rencontres officielles puis qui disent fudge, c'est donc bien rough. Moi, là, je lâcherai tout. Je t'ai écœuré, je n'ai mon voyage. Je suis en train d'organiser des conférences, ça ne marche pas. Les salles ne se remplissent pas. Hey, j'ai sorti un nouveau produit, là. Comment ça fait qu'il n'y a personne qui s'y intéresse? Je pensais que j'étais le seul, je viens d'en trouver 10 autres, un coup que c'est fait. Mais c'est ça, la vraie réalité. Puis aujourd'hui, là, je fais une intro qui est longue. Hein? Aujourd'hui, j'ai un invité avec moi, Vincent Fournier, pour ceux qui ne le connaissent pas. Vincent, on le voit un peu moins sur les réseaux, je crois. Hein? Oui, je suis peut-être un peu moins présent. J'essaie de garder une certaine constance, mais à un moment donné, comme tout entrepreneur à multiples chapeaux, on finit par choisir exact. au bon endroit. Mais je sais aussi que tu es beaucoup présent au niveau du corporatif dans les entreprises et avec les entrepreneurs.
Tout à fait. Pour avoir écrit un livre, et là, j'ai son ancienne couverture parce qu'il a été réédité dernièrement, parce que M. Vincent est non officiellement best-seller. On attend les derniers résultats des ventes de livres pour pouvoir confirmer la best-sellerité. Oh, quel beau mot, j'adore ça. On invente des mots. Et ce que j'aime de son titre, c'est il marque « Arrêtez de vendre et laissez vos clients vous acheter ». Et là, on peut facilement dire « Ben ouais, c'est ça, c'est encore un expert de la vente ». Non, 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 non. Il faut être capable de lire tout ce qui entoure ça. Quand on parle de se laisser acheter par nos clients, est-ce qu'on parle de vente ou on parle d'expérience client? J'aimerais ça t'entendre là-dessus, Vincent. Bien, premièrement, merci de l'invitation. C'est super agréable. Et j'adore l'introduction que tu viens de faire là parce que très souvent, lorsque je parle que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter », rapidement, on me regarde avec des drôles de yeux et on me met une étiquette du vendeur dans le front. Ce qui est vrai et pas vrai à la fois. Parce que, effectivement, comme tu dis, ce livre-là, oui, touche la vente, mais immanquablement, comme entrepreneur, on n'a pas le choix de vendre parce que c'est ce qui nous fait croître, c'est de l'expansion commerciale, c'est ça nos revenus. Mais à la base, est-ce que la vente, elle est ce qu'elle était auparavant? C'est comme je dis toujours, on ne vend plus comme on vendait il y a 20 ans. Donc, pour moi, la vente a pris beaucoup plus d'ampleur et ce que je dis régulièrement, c'est que dans ma tête à moi, il y a des vases communicants qui sont indissociables pour avoir des ventes. C'est, oui, de la vente, mais de l'expérience client et de la communication marketing de l'autre côté. Donc, c'est là où il faut prendre conscience d'une chose, c'est que tout ça fonctionne. On ne peut pas vendre juste une fois si on ne donne pas d'expérience client. Le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être insatisfait puis il va s'en aller. Je dis régulièrement, l'objectif n'est pas nécessairement de vendre en affaires. L'objectif est de savoir revendre pour être en mesure de rester. Et pour revendre, bien, effectivement, on a besoin d'expérience client, on a besoin de service à la clientèle. Et pour s'attirer des gens qui vont venir acheter chez nous, bien, immanquablement, on a besoin de communication marketing. Pour moi, ces choses-là ne se dissocient pas. Et trop souvent, je trouve que comme entreprise, tout dépendant, on va souvent mettre des silos. Le département des ventes, le département du communication marketing, le département de service à la clientèle. On a rarement la possibilité de tout mettre ensemble. Bon, je ne dis pas de tout mettre ensemble nécessairement, mais il faut que ça soit des vases communicants. Il faut que tout ça se parle pour être en mesure d'avoir les résultats qu'on veut avoir. Ou encore beaucoup plus important aujourd'hui, parce que le consommateur s'attend à cette expérience client-là. C'est devenu un point de référence et un point de choix beaucoup plus important que bien d'autres choses aujourd'hui. Puis c'est encore plus vrai quand on parle de petites entreprises, de travailleurs autonomes, où que tous les vases communicants font partie de la même personne. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On a tous à peu près 12 chapeaux sur la tête, puis on fait juste changer l'ordre de temps en temps. Puis maintenant, on en échappe un, puis on ne s'est pas rendu compte qu'on l'a échappé. Donc, il faut prendre conscience de cette réalité-là aussi. Tu as totalement raison. Puis dans ces vases communicants-là, est-ce que, parce que là, tu dis, laissez le client vous acheter. Est-ce que le client vient vraiment acheter un produit chez vous ou il vient acheter ce que tu es? La connexion qu'il y a eu avec toi? Ce que je dis toujours à mes clients, à la base, là, que vous vendez des produits ou services, là, votre client, il s'en fout. C'est pas ça qu'il achète. Votre client achète deux choses. Achète un, vous, la relation qu'il a avec vous, puis deux, qu'est-ce que vos produits et services vont leur apporter. Parce qu'à la base, c'est ça qu'on achète. Tu sais, je le dis régulièrement, on a deux motivations principales comme acheteur. Deux seules motivations principales. Plus de plaisir, moins de douleur. C'est tout. Arrêtons là. Alors, regardons n'importe quel produit, n'importe quel service. À la base, ce qu'on veut, c'est plus de plaisir ou moins de douleur. Donc, il faut prendre conscience que notre client, quand il vient nous voir, on a beau avoir le plus beau produit que la Terre, le plus beau packaging de produits que la Terre a porté. Si à quelque part, le client n'en voit pas un bénéfice pour lui, il ne le fera pas. Puis à la base, avant même de se rendre là, si la connexion qu'il a avec nous, si ce que nous, on lui relance comme image n'est pas attrayante pour lui, il va tourner talon puis il va aller voir la compétition. C'est aussi simple que ça. OK. J'aime ce que j'entends. Mais tu vas être d'accord avec moi aussi que ça est de la belle théorie qu'on entend régulièrement parler. Oui. Je ne dis pas que ta théorie, c'est elle qu'on entend parler, mais ça reste des théories de comment est-ce qu'un entrepreneur devrait être. Oui. Et dans le cadre de ce qu'on veut offrir le 5 novembre et du pourquoi qu'on fait ce live-là aujourd'hui, c'est qu'on veut savoir c'est quoi en arrière de ça.
Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de présenter Vincent Fournier. C'est qui le bonhomme en arrière de arrêter de vendre? Laissez-vous acheter. D'où ça part? C'est quoi ton bagage là-dedans? Parce que toi, là, ça fait combien de temps que tu es en affaires? Ça vient de faire 8 ans déjà. 8 ans déjà. Oui. Qu'est-ce qui fait que Vincent, là, tout d'un coup, il décide, lui, d'écrire un livre et de dire je vais vous montrer, moi, là, comment arrêter de vendre? Bien, pour ça, il faut que je parte un peu plus loin en arrière. Juste un peu d'expliquer, je ne veux pas étaler mon CV, ce n'est pas l'objectif, mais je veux quand même juste paver un peu la route. Non, il est intéressant à connaître parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir de la même place que toi, là. J'ai un parcours un peu atypique et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent avec des parcours atypiques. À la base, moi, je suis formé en communication. À la base, c'est ce que j'ai fait. J'ai une formation en communication. Je faisais de la radio et de la télévision dans mon jeune âge, dans le temps que j'avais des cheveux. Et je suis à Québec, hein, on l'a dit, l'événement se déroule à Québec. Je suis toujours à Québec, j'ai toujours demeuré à Québec. Bon, évidemment, dans le milieu de la radio et de la télévision au Québec, ben, il y avait à l'époque, si on retourne une trentaine d'années en arrière, il n'y avait rien qui se passait. Alors, j'avais le choix soit de partir en radio en région ou en télévision dans la grande ville de Montréal. Et j'avais choisi de me diriger vers Montréal. Et j'annonce la nouvelle à mes parents que je souhaite quitter pour Montréal. Et ma mère me donne probablement un excellent conseil qui est même probablement applicable à certains entrepreneurs aujourd'hui. Essaie donc de te ramasser un petit fonds d'urgence avant de partir. et je dis, c'est pas une mauvaise idée. Et finalement, par un concours de circonstances, je me suis retrouvé à devenir caissier dans une institution financière. Et rapidement, ben, le caissier qui avait une formation en communication ben, a été repêché pour aller faire de la sollicitation téléphonique, de l'appel téléphonique, du suivi téléphonique, du service à la clientèle. Et rapidement, ben, pour croire que ça fonctionnait bien, le directeur m'a repris et ils m'ont offert de payer ma formation pour devenir conseiller financier. Donc, à 21 ans, j'étais conseiller financier pour un trust qu'on appelle d'une grosse compagnie de placement au Québec. Et j'ai passé 20 ans de ma vie dans le domaine financier. Okay. Donc, ça veut dire que ton départ, toi, a été de la vente pure et dure. Là. Mon départ était de la vente pure et dure et souvent, on parle de domaine financier puis les gens disent le domaine bancaire, c'est un peu fonctionnaire. Moi, je vous dirais que derrière ça, il y a une grande pression de vente et de développement d'affaires qui est toujours là et qui est encore le cas aujourd'hui, ça, je vous le confirme. J'ai appris à la dure, je vous dirais. J'ai appris à me lancer. J'ai eu à me lancer dans la gueule du loup très rapidement au niveau de la vente. Fait que ça, c'est le premier parcours. Et bon, en fin de compte, j'ai tout fait, j'ai passé toutes les étapes. Puis dans les derniers moments avant que je me lance à mon compte, j'étais le gestionnaire de 2 lignes d'affaires pour une compagnie d'assurance générale au Québec, une grande compagnie d'assurance générale au Québec. Je dirigeais la ligne d'affaires en services financiers puis la ligne d'affaires en assurance. Et un concours de circonstances a fait en sorte que la division des services financiers a été vendue. Donc, j'ai dû, du jour au lendemain, tout remercier mon monde. J'avais une trentaine d'employés qui relevaient directement de moi, fonctionnellement tout près de 200 conseillers financiers et courtiers. Ça a été une grosse épreuve. Mais je suis obligé de dire que celle-là a été extrêmement formatrice et qui m'a permis de développer certaines qualités que j'utilise encore aujourd'hui comme entrepreneur. Et bien évidemment, à force de réfléchir et à force de transiger, on m'a conservé dans l'organisation, mais dans un rôle un petit peu moins engageant pour moi. Et j'avais plus de plaisir. Et j'ai choisi de faire une démarche d'accompagnement professionnel à ce moment-là. Et puis, au bout d'un certain moment, ben, l'évidence s'est fait qu'avec tout le bagage que j'avais en communication, en finance, en vente, en marketing, parce que bien évidemment, dans le domaine financier, j'ai touché à plein de choses, en service à la clientèle, et rapidement, bien, je me suis rendu compte que j'avais probablement certaines compétences et connaissances qui pourraient bénéficier à certains entrepreneurs. Et j'ai comme réalisé tout ça, par exemple, au mois de février 2011 et au mois d'août 2011, j'étais parti à mon compte. Donc, c'est comme ça que tout ça est parti. Et puis, ben, rapidement, j'ai toujours donné de la formation. Évidemment, j'ai un bagage de communicateur, donc j'ai toujours eu la facilité. À chaque fois qu'il y avait de l'animation à faire au niveau de certains congrès, prendre la parole ou quoi que ce soit, bien évidemment, j'étais régulièrement désigné. Et donc, rapidement, chez moi, j'étais déjà un consommateur de formation et de conférences. Et chez moi, ce volet-là était très, très présent. Et ben, comme
souvent plusieurs entrepreneurs, je dirais travailleurs autonomes. La première année a été extraordinaire. On a parti de façon très, très solide. Je dis on, mais je suis parti de façon solide. J'avais déjà des clients qui arrivaient, mais au bout de 17 mois, je me suis retrouvé avec un seul client, un petit mandat de 5 heures semaine. Et j'ai réalisé ce que bien des gens disent, la deuxième année, il ne faut pas que tu l'oublies. Et je me suis retrouvé à faire « Oups, plus rien devant moi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il y en est? » Alors, comme tout bon entrepreneur, j'avais deux choix. Je retournais en emploi ou je prenais ce moment-là pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Et c'est là que j'ai écrit à la base une conférence qui s'appelle « Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter », qui est finalement un mélange de tout mon parcours. Parce que j'ai réalisé que tout mon bagage communicationnel a fait en sorte c'est ce qui m'a permis de me distinguer et d'avoir des résultats intéressants. Et le reste, c'est histoire. Cette conférence-là est devenue un livre. Le livre devient best-seller. Fait que toi, tu as écrit la conférence avant le livre. Oui. Parce que, vois-tu, avec Daniel Blouin, lui me disait le contraire. Lui, il disait qu'au départ, il ne voulait pas faire de conférence, mais qu'il a écrit un livre pour devenir auteur. Exactement. Et moi, c'est l'inverse. C'est là qu'on voit que les chemins sont différents. Exact. Avec des résultats différents aussi. Tu sais, on regarde comment Daniel parcourt le monde entier actuellement avec sa conférence, et puis pourtant, ce n'est pas nécessairement ce qu'il souhaitait faire au début. Donc, ça amène des choses. Moi, de mon côté, la conférence, oui, j'en fais, mais c'est une partie de ma business parce que j'ai une partie en formation également, puis j'ai une partie en accompagnement, formation, donc, que je fais aussi. Tout ça fait en sorte que moi, c'est à la base, c'était une conférence, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais trop de matériel. J'ai tassé du matériel. Et par mesure par mesure d'amélioration ou souci d'amélioration, j'ai pris ce petit appareil-là. Et lorsque j'ai fait ma conférence, j'ai tout simplement pesé sur le bouton « Enregistrer ». Et donc, je me suis retrouvé avec tout le matériel d'enregistrer de ma conférence. Et quand je me suis retrouvé face à plus de clients, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai ça. Alors, j'avais ce matériel-là que j'ai envoyé en transcription et c'était le début de mon livre. Et la suite, je l'ai écrit et mon livre a été publié à mon grand bonheur. Tantôt, tu as fait une mention de quelque chose qui m'a interpellé un petit peu. Quand tu étais dans ton ancien emploi, tu as dû remercier plus de 200 personnes. Tu dis que cette transition-là a fait en sorte que ça t'a ramené à des valeurs entrepreneuriales que tu ne pensais pas avoir, que tu as conservées à ce moment-là. Tu fais allusion à quoi quand tu dis ça? Je dirais j'appellerais ça la capacité d'affirmation. Parce que je trouve que comme entrepreneur, c'est important quelque part de savoir mettre ses limites. On n'a pas le choix. Que ce soit par rapport à nous, par rapport à toutes sortes de choses, d'être capable d'avoir ce que j'appelle un certain courage de gestion, de passer par-dessus certains points, de prendre des décisions parfois impopulaires, que ce soit avec nos employés, si on a des employés, ou avec notre entourage personnel qui est là. Donc, à un moment donné, il y a ce guts-là, je vais l'appeler le guts, simplement ce courage-là, que je vais être très honnête, j'étais gestionnaire, ça faisait quand même 10 ans que j'étais gestionnaire, mais de se retrouver dans une position précaire comme celle-là, où des gens que tu apprécies, que tu as embauchés, que tu es allé dénicher ailleurs pour amener chez toi, et là, tu es obligé de te présenter devant eux et de leur dire, malheureusement, c'est terminé. Et moi, la particularité qu'on avait, c'est qu'on vendait, mais on vendait par étapes. Donc, la passation des pouvoirs vers la nouvelle organisation se faisait par étapes. Donc, je rencontrais des employés, puis je disais, pour toi, c'est terminé, merci beaucoup, bonsoir. Je rencontrais le prochain, puis je disais, malheureusement, tu sais, c'est terminé, mais dans ton cas, j'aimerais ça te garder jusqu'au mois de mars. Puis je rencontrais l'autre, puis je disais, dans ton cas, tu sais, il faut que je te garde jusqu'au mois de décembre. Donc, ça m'a amené à devoir, avoir ce courage de gestion-là, d'être capable d'affirmer, de bâtir l'organisation pour assurer une pérennité de l'entreprise parce que j'avais un engagement d'assurer de la pérennité avant le transfert. Puis en plus, j'avais tout le volet stratégique de gestion. En résumé, tu comprends ce qu'il y en est. C'est que tout ça a fait en sorte que je me suis réalisé que je devais diriger un bateau et que tout à coup, le bateau coulait et que je devais prévoir comment m'assurer que personne ne se noie et que moi, je sauve ma peau et qu'on soit capable de poursuivre pour sauter dans le prochain bateau, parce qu'il y a un paquet de monde qui sautait dans le prochain bateau. Fait que tout ça m'a amené à me rendre compte que j'avais ces capacités-là, j'avais ces ressources-là qui étaient insoupçonnées avant même de me retrouver face à cet événement-là, que je dis malheureux, mais que je dis extrêmement formateur. Et il y a des gens qui m'ont dit, tu repasserais-tu par là?
Émotivement, peut-être pas. Ouais, mais justement, émotivement, comment ça se passait? Parce que là, c'est beau, on le dit, là, il y a du recul. Tu as quand même plusieurs années de recul à ça. Là. Quand on est dans cette situation, comment est-ce que ça vibre? Comment est-ce que c'est, là? Pour moi, surtout de la façon que ça a été fait, ça a été extrêmement difficile. Puis bon, je ne juge pas la façon qui a été fait. Il y a une démarche corporative. Puis, il y a toujours quelque chose en arrière. Ce n'est pas une question de le juger, mais il y a quand même. Il y a quand même un vécu en arrière que chaque humain doit assumer, doit vivre aussi avec. Ça a été une décision monétaire. C'est simple. On s'entend, ça a été une décision monétaire. Dans le service financier, c'est sûr. Exactement. Mais ça demeure que le chemin qui était prédestiné sur lequel on s'en allait, parce qu'il faut juste comprendre qu'on était en processus de transformation et on était en pleine croissance, cette organisation-là. On n'était pas mal pris. Là. Au contraire, on était en train de gérer une immense croissance. On gérait une croissance d'à peu près 30 à 40 % par année depuis 3 ans. Donc, mais justement, c'est que pour gérer une croissance, on avait besoin de capitaux supplémentaires pour être capable d'aller de l'avant. Donc, à la base, on était à la recherche d'un partenaire. C'est ça le plan de match sur lequel on s'enlignait tout le monde. Et c'est ça, moi, le message que je véhiculais. C'était moi le leader du bateau à ce niveau-là. Et c'est ça le message que je véhiculais. Et du jour au lendemain, le premier vice-président de qui je relevais, qui était le vice-président, en fin de compte, qui s'occupait un peu de m'accompagner sur le pilotage, il m'a fait venir et m'a dit, finalement, on a trouvé quelqu'un, mais ce n'est pas un partenaire, c'est un acheteur. Donc, c'est là que je suis tombé un peu dénu. Donc, émotivement, pour moi, il y a un certain sentiment de trahison, ça, c'est sûr et certain. Mais deuxièmement, il y a eu qu'est-ce que je vais faire avec mon monde? Et je le répète, les gens qui étaient dans mon équipe, on avait une proximité parce que fonctionnellement, il y avait plusieurs représentants et courtiers qui relevaient indirectement de moi. Ce n'était pas directement mes employés, mais il y en avait quand même à peu près 150 à 175 sur la route. Mais ma petite gang à moi avec lesquels je travaillais tous les jours, on était une trentaine, tout dépendant des périodes de pointe, 30-35. C'est eux que je devais mettre à la porte du jour au lendemain. Mais il y a des gens, comme je disais, que je suis allé chercher. Et honnêtement, il y avait des amis là-dedans. Il y a encore des gens aujourd'hui que je côtoie qui sont des amis sincères, mais qui étaient à la base mes employés. On avait cette relation-là. Donc, ça a été extrêmement difficile de faire la part des choses. Et j'ai aussi appris une grande leçon là-dedans et qui m'est encore extrêmement utile comme entrepreneur aujourd'hui, et ça s'appelle l'humilité. Tout simplement parce qu'à un moment donné, tu te retrouves dans des situations où tu es le leader de ton bateau, puis c'est toi qui dois être capable de dire, gang, c'est comme ça qu'on s'en va. Mais il faut être capable, en tant qu'entrepreneur, en tant que travailleur autonome, par moment, être capable d'admettre qu'on se soit trompé ou qu'on a fait des mauvaises choses, ou tout simplement laisser tomber les armes et laisser voir qu'on est peut-être dans certaines difficultés. Et je te donne l'exemple, le moment où j'ai eu la rencontre avec tout le monde tout de suite après l'annonce et que je devais leur expliquer le plan de match pour la suite des choses, je me suis écrasé et j'ai pleuré comme un enfant devant tous mes employés. Tout simplement parce que j'avais de la difficulté moi-même à assumer cette décision-là, mais en même temps parce que je me disais... Mais ça, est-ce que c'est mal? L'image de l'entrepreneur nous dirait oui. Puis je ne veux pas porter de jugement. Là. L'image, je dirais, de l'entrepreneur fort ou du gestionnaire fort, parce que je dirais oui. Mais j'ai réalisé à ce moment-là que c'était probablement quelque chose qui m'a permis de créer des liens encore plus forts et surtout que les employés comprennent à quelque part que c'est une décision d'affaires et qu'on n'avait pas le choix de passer par là. Donc, c'est pour ça que je l'appelle, c'est ma leçon d'humilité. Je ne voulais pas, mais honnêtement, je me suis écrasé en larmes devant mes employés. Je me suis ressaisi, sauf que ce moment-là, pour moi, a été très significatif et a amené beaucoup de solidarité et beaucoup d'engagement dans cette transformation-là. Et tous les gens à qui j'ai demandé de rester plus longtemps, il n'y en a pas un qui a décidé de partir avant. Et ça, pour moi, c'est une grande, grande reconnaissance. Encore là, est-ce qu'il faisait confiance en la personne
ou en l'entreprise? Ben, c'est sûr que pour certaines personnes, il y avait des gens qui étaient là depuis plusieurs années dans l'entreprise. Fait que oui, il y avait quand même un sentiment d'appartenance fort au niveau de l'entreprise, mais je pense avoir fait une différence, mais je le dis en toute Je pense aussi. humblement. Je pense que les organisations, c'est avant tout des personnes qui sont à l'intérieur. Oui. Moi, je ne travaille pas avec une entreprise, je travaille avec des personnes. Oui, c'est ça. Tu sais, l'histoire que tu viens de raconter, j'aime ça, parce que là, tu me le comptes du côté où tu es un employé, que ça doit être des décisions administratives qui sont prises, mais qui impliquent énormément de personnes. Et moi, en 2016, okay, je reviens juste sur ce qui s'est passé dans les dernières années, j'ai tout vendu. Oui. Pour me réinventer. Parce que j'avais une business, moi, qui roulait bien. Ça faisait, écoute, longtemps qu'elle me faisait vivre. Mais le marché a changé. J'ai eu un AVC en 2011. Donc, moi, ça a changé mon rythme de vie. J'ai dû me réapprendre. Donc, après mon AVC, j'ai vendu une partie de la business. Parce que je n'étais quand même là, pas pour me lancer des fleurs non plus, mais j'étais le fournisseur officiel pour les clubs Richelieu International. J'étais le graveur officiel parce que j'avais tout l'aspect gravure, article promotionnel. Donc, j'étais le graveur officiel pour le fournisseur des clubs optimistes au Canada. Et j'avais tout ça là, qui travaillait alentour. Donc, ma business, moi, allait bien. L'AVC a changé les données. J'ai dû faire du ménage. J'ai vendu la portion gravure pour garder tout mon côté signalisation et enseigne. Ouais. Et en 2016, j'ai tout vendu. Vendu la maison, vendu le bateau, vendu la deuxième voiture. Mais on a tout vendu. Parce que je voulais me réinventer moi aussi. Mais là, c'était aussi une décision administrative parce que la business, je ne finissais pas de travailler toujours plus pour toujours moins. L'économie a changé. Oui. Les entreprises qui voulaient avoir du volume rachetaient tous les petits, devenaient de plus en plus gros pour offrir des merveilleux prix. Le marché a été coupé, mais je n'étais plus capable d'arriver avec ça. Écoute, je n'ai jamais travaillé autant de ma vie pour même pas faire mes frais. Fait que quand j'ai tout vendu, j'aurais aimé avoir un prix plus élevé, ce qui n'est jamais le cas. Donc, j'ai réussi à régler l'ensemble de mes dettes pour repartir avec quasiment pas d'argent pour me revirer de bord. Et je le savais que mon changement de carrière que je voulais opérer, qui était de faire ce que je fais aujourd'hui, là, faire des conférences, former les entrepreneurs, c'est la même chose que je voulais faire. Mais je me suis ramassé après quelques mois avec ça pour opérer un changement de vie qui, normalement, devrait prendre 2 ans. Exact. À juste commencer l'opération du changement de vie. Donc, quelques mois après, tu es fatigué de tout ça, tu as les émotions dans le tapis, tu es assis dans ta nouvelle vie sur le patio en train de prendre un café avec ta femme, puis tu dis, qu'est-ce qu'on va faire? On ne passera jamais à travers. Écoute, on n'a plus rien, on vient de régler les dettes, puis on est déjà en train d'en mettre sur les cartes de crédit. On est des travailleurs autonomes, donc quand on va voir les banques, on est bien trop à risque, il n'y a personne qui veut s'embarquer avec ça avec nous autres. Donc, ça veut-tu dire qu'il faut que je laisse tout mon rêve, toutes mes aspirations, ce qui m'anime réellement, dire, je vais dire un gros mot, là, fuck you, je ne veux plus rien savoir. À ce moment-là, ça faisait déjà 24, 25 ans que j'étais en affaires. Ça fait 28 ans aujourd'hui que je suis en affaires. C'est pas moi. Fait que là, j'ai dû, comme tu l'as fait, tu gérais une croissance ou ce que vous avez, aller chercher un capital pour faire virer la croissance qui était plus importante ailleurs. Exact. Ce que j'ai fait à ce moment-là, ben, j'ai décidé que j'achetais de l'équipement vidéo. Il ne faut pas oublier, je n'avais plus une scène dans mon compte de banque. J'étais sur des dettes. Et là, je dis à ma femme, on va acheter une caméra. Puis comme ça fait déjà quelques années que je gravite avec les conférenciers, moi, j'ai vu qu'il y avait un problème avec les conférenciers. Tu l'as dit, tu avais filmé, tu avais enregistré ton show, tu as fait ton livre avec. Mais la vidéo commençait à prendre beaucoup plus d'ampleur, mais les conférenciers n'étaient pas bien servis au niveau captation vidéo, produit pour eux. J'ai dit, je m'achète une caméra, puis je vais filmer les conférenciers. Mais là, on parle d'un investissement considérable. Là. Tout à fait. Oh, c'est pas 500 $, là, c'est des milliers de dollars. Pas un, des milliers de dollars.
En fait, quand j'ai fait ce move-là, là, d'acheter des caméras, je pense que ça en a fait comme pas loin de 8 000 $. J'ai plus une scène, là. Ma femme m'a dit, mais t'es fou! Elle dit, pas l'argent pour ça. Ben oui, mais j'ai dit, quand il faut qu'on crée du mouvement pour arriver à quelque chose, et le changement de vie qu'on est en train d'opérer, là, il est réel. Fait qu'on va acheter des caméras. J'ai dit, on va faire 6 mois, 1 an avec ça. Elle dit, es-tu en train de me dire que tu vas mettre. Puis là, au départ, moi, je parlais de 5 000. Ça a fini plus 8. Fait que, elle dit, es-tu en train de me dire que tu vas mettre 5 000 $, 6 000 puis qu'elle dit, pour 5 mois? J'ai dit oui. J'ai dit, on verra. Regarde, si on a besoin de plus, ça sera plus, mais j'ai dit, ce qu'on va faire là, ça va être ça. Fait que j'achète une caméra. Entre-temps, je vois mon ami François Lemay, que lui avait eu la difficulté avec celui qui faisait sa captation vidéo. Fait que je prends la balle au bon. Moi, je communique avec François. On s'était rencontrés dans un autre, dans l'AZ, dans le Zéro Limite. Fait qu'on se connaît. On n'était pas amis, mais on se connaissait comme ça de visu. Mais lui, à ce moment-là, faisait les événements Inspire-toi. Il mettait dans ses salles à peu près 1500 personnes en même temps. Là, il faut partir sur le principe que moi, je suis un gars de technique. J'adore ça. Je suis habitué au marketing visuel et à tout ce qui englobe ça. Ça, ce n'est pas un problème. Mais la caméra vidéo, c'est tout nouveau. Donc, toutes les stratégies pour bien se positionner, tout faire ça, c'est peut-être pas mon élément premier de connaissance. Donc, moi, j'approche François. Je dis, François, j'ai dit, pourrais faire, moi, ta captation vidéo dans tes Inspire-toi. Tu sais, ni plus ni moins, une salle de 1500 personnes. On peut commencer. Fait que je voyais dans le visage de François qu'il voulait vraiment pas dire oui. Mais il faut comprendre que dans sa position, il n'y a pas un que moi qui avait vu son post. Et il y a beaucoup de gens qui l'avaient approché. Et là, ce que j'ai fait, j'ai dit, écoute François, j'ai dit, je vais te faire une proposition. Tes 2 prochains Inspire-toi, là, ils sont dans l'état une couple de semaines après. J'ai dit, je te les filme gratuits. Puis j'ai dit, je vais te monter ça gratuit. J'ai dit, tu pourras juger qu'est-ce que je vaux. Moi, je sais que je ne vaux pas encore grand-chose. Fait que, il dit quoi? Il dit, pourquoi pas? Fait que je me suis ramassé à filmer les 2 premiers Inspire-toi avec ma belle caméra professionnelle, 2 petites caméras grand public, que ça m'a fait un paquet de petites bandes. Ça a été atroce de tout gérer ça. Mais sauf que j'ai quand même commencé là à le faire. Après, au deuxième, le premier était à Québec, le deuxième était à Laval. On est dans la petite loge en haut. Je dis, puis François, je dis, tu aimais ça hier? Je dis, ce que je t'ai fait comme travail, c'était vraiment bon, hein? Mais là, il me répondait, mais je voyais qu'il voulait vraiment travailler avec moi encore. Là. Mais là, il hésitait à répondre. Puis ce que je disais dans ses yeux, c'était surtout, commence donc par montrer ce que tu vaux, puis on prendra une décision après. Tu sais, la vraie réponse, c'était ça. Là. Mais moi, je voyais plus loin que ça. Moi, je regardais en arrière de cette réponse superficielle-là, puis je me disais, il veut travailler avec moi, on est correct. OK? Mais ça, c'est mon attitude d'entrepreneur. Puis là, je raconte une histoire, c'est loufoque un peu de le dire de même, mais ça me ramène encore à ce que tu disais tantôt. Fait que là, j'arrive chez nous, après cette soirée-là, puis je dis à ma femme, j'ai dit, il faut que je rajoute 2 caméras supplémentaires. Elle dit, t'es-tu malade? J'ai dit, non. Elle dit, t'es en train de me dire qu'on a le contrat avec François? Ah non, non. J'ai dit, non, non. J'ai dit, on va avoir le contrat si j'achète 2 caméras supplémentaires. Elle dit, tu veux dire qu'on va racheter encore pour 10-12 000 $ de caméras sans avoir de contrat, sans avoir de certitude, puis ça va être juste pour 6 mois, 1 an. Bon, j'ai dit, ça ressemble à ça. Mais j'ai dit, on va travailler avec. Ça, c'est le décryptage que moi, j'avais fait. Puis effectivement, j'ai commandé 2 caméras supplémentaires. J'avais toujours pas d'argent. Et la première caméra que j'avais achetée, je signalerai que j'ai été faire
la captation vidéo de 2 événements gratuits. Et ça m'a permis de me positionner en tant que leader sur le marché. Aussi niaiseux, ça peut paraître l'air, même si je n'avais pas l'expérience de l'outil qui était... Il y en avait une qui traînait là, justement. Même si je n'étais pas le grand expert de cette boîte-là, la façon de travailler l'image, c'était mon bagage de connaissances. Tout à fait. Tu sais ce que tu disais tantôt, là? Un transfert de compétences. C'est juste un transfert de compétences à une boîte qui est différente. That's it. Mon but premier, là, tantôt, j'ai dit que quand j'ai fait mon changement de vie, moi, c'était pour travailler avec des entrepreneurs. Des gars comme toi, puis avec du monde qui nous regarde actuellement. Là, vous êtes en arrière de l'écran, là. Puis mon but, là, c'était de travailler avec ces gens-là pour justement, pas que ça soit ben ouais, je lâche tout. Mais en faisant ça, là, je travaillais avec des conférenciers débutants, des formateurs débutants, que je pouvais assister à mieux travailler leur image, à les guider comment être devant une caméra. J'ai créé une formation sur comment faire de la vidéo. J'ai créé une formation sur comment organiser son événement. Parce qu'entre-temps, j'avais besoin d'un peu plus d'argent pour financer mon changement de vie. Parce qu'il faut comprendre que ça n'a pas remplacé mon rêve que j'avais initial de suivre les entrepreneurs. Exact. Cette opération-là a été une opération financière, comme tu l'as dit là. C'est une opération financière pour donner les revenus nécessaires à mon transfert de réalité de vie. Mais je pense que chaque entrepreneur fait face à un moment ou un autre à ce genre de passage obligé, là, je te dirais. Qui, comme je t'ai dit, moi, mon passage obligé, c'est ma 2e année où, et j'ai pas honte de le dire, la 2e année que j'ai été en affaires, j'ai fait moins 22 000 $. C'est ça, c'est la réalité, elle est là. Mais c'est ce qui m'a permis de mettre du temps là-dessus et d'écrire le livre qui m'a amené effectivement à une étape supérieure, à faire de la conférence, à devenir, entre guillemets, bientôt best-seller, à me permettre de rencontrer des entrepreneurs et à accompagner des entrepreneurs. Donc, c'est ce que... Bien, on a tout le temps ces passages-là. Et cette semaine, à Québec, on avait un événement à Québec qui était par la Banque de développement du Canada. Et il y avait Nicolas Duvernois qui était là en conférence que je suis allé voir. Et il y avait le même discours qu'on a aujourd'hui. Et on s'entend, là, lui, il a commencé avec la vodka, mais il me disait une chose. À un moment donné, il faut être capable d'assumer ce que l'on est et de prendre cette idée folle, ce que tu as fait finalement, de dire, ben là, j'ai une idée folle de la vidéo. De prendre cette idée folle-là et de croire en notre idée folle pour aller au bout de ça. Parce qu'il n'y a pas un entrepreneur, il n'y en a pas un qui ne peut pas ne pas prendre de risque pour être en mesure de réussir. C'est impossible. Déjà, je suis d'accord. À la base, c'est un risque. Tu parles de Nicolas Duvernois. Combien est-ce qu'il a commandé de bouteilles dans ses débuts pour réussir à avoir quelque chose, puis il n'avait pas l'argent? Non. Ça, c'est l'histoire qui compte. C'est l'histoire qui compte. Puis, tu sais, quand il a lancé ça, il était même pas accrédité à la SAQ, à la Société des alcools du Québec. Et il a reçu un téléphone d'un concours, je ne me souviens pas où, qui lui disait Hey, by the way, c'est toi qui as la meilleure vodka au monde. Il n'était même pas distribué au Québec encore. Donc, juste pour dire que des fois, l'idée folle nous amène plus loin. C'est sûr que par moment, ça, c'est des belles histoires. Il y en a des moins belles, mais ça demeure que à quelque part, un entrepreneur, et c'est ce que je dis, un entrepreneur, à quelque part, il faut que tu travailles sur ce que tu es, donc revenir à soi à la base, parce que c'est souvent ça qui est en arrière. C'est quoi tes valeurs, c'est quoi ta mission, c'est quoi ta vision, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire. Puis à un moment donné, il faut que tu te mettes à risque, puis tu t'assures que ce solage-là est important. Je le dis toujours, le solage, si ton solage n'est pas sec puis tu essaies de te propulser, malheureusement, tu vas peut-être t'enrayer 2 pieds dedans puis tu vas rester pogné dans le solage. Il faut que tu sois capable d'avoir un bon solage puis après, tu vas être capable de prendre certains risques, mais d'être capable de te propulser et d'aller un tout petit peu plus loin. Exact. Je me trompe-tu de dire que l'argent n'est jamais vraiment le problème? Je pense pas. Je pense pas que l'argent est réellement le problème. Mais je pense que c'est un défi. Ça demeure un défi, ça sera toujours un défi. Mais si tes décisions ne sont prises que sur
un attrait monétaire ou tout simplement une décision qui est purement monétaire, bien, je pense que très souvent, tu ne prends pas les bonnes décisions. Les bonnes décisions, ils ne sont pas prises juste avec des décisions monétaires. Souvent, les bonnes décisions, ils viennent d'une impulsion, d'une idée folle, d'une intuition de quelque chose, et ensuite, le rationnel vient attacher le tout. Tu sais, je le dis en vente, c'est la même chose. 90% d'une transaction commerciale, peu importe laquelle, c'est 80% d'émotion puis 20% de rationnel. Bien, des bonnes décisions ou des mauvaises décisions, bien, souvent, il faut que ça vienne de là aussi. C'est la même équation qui se présente. Mais à ce moment-là, si on part sur l'émotion, comment est-ce qu'on fait pour mettre une valeur sur un produit ou un service? Bien, pour moi, la valeur, c'est une question de valeur perçue. Hein? Un 100 $ pour toi, un 100 $ pour les gens qui nous regardent ou un 100 $ pour moi n'a pas la même perception, pas la même valeur. Donc, pour moi, un prix, si on est juste un prix, on n'est rien qu'une commodité. Et je pense qu'à comme entrepreneur, on ne veut pas être une commodité. On n'est pas une commodité. On doit donner de la valeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut être en mesure de mettre de la valeur, de mettre du point bénéfique autour de ça. Tu sais, très souvent, on va dire, bien, faites une promotion pour vendre vos produits. Oui, mais si on fait ça, il faut juste comprendre une chose psychologiquement dans la tête du client, faire une promotion, faire en sorte que le client dit, ah, mais mon Dieu, il vend moins cher, donc ça vaut peut-être moins. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire de promotion. Je vous dis juste que dans la psychologie, à l'arrière de ça, il y a quelque chose qui se présente tout simplement qui est peut-être négatif. Mais si on le fait de l'autre côté, voici le produit que vous allez avoir avec tel bonus. Donc, on met de la valeur qui vient justifier peut-être un prix plus élevé. Donc, encore une fois, il y a une psychologie à ce niveau-là. Donc, pour être en mesure de mettre de la valeur, il faut ajouter des choses qui sont des fois des choses qu'on a, mais qu'on ne pense pas de dire. Un service, il n'y a rien d'autre qui me ressort par là, mais il y a plein de possibilités. J'avais un client dans mon bureau ce matin et dans son cas, lui, il va travailler à donner une inspection. Il travaille dans le domaine de l'entretien ménager et il fait des inspections régulièrement afin de s'assurer que le travail qui est fait par ses employés est parfait. Bien, pour moi, c'est une valeur supplémentaire qui doit être dit parce qu'il est à peu près le seul de faire ça. Donc, c'est ça, c'est mettre de la valeur, c'est de dire au client ce qu'on fait de plus pour lui. C'est aussi simple que ça. OK. En tout cas, c'est ma définition. C'est ma définition. Donc, hier, moi, j'ai fait une promotion avec le live de Daniel Blouin que j'ai fait avec Daniel, où ce que j'ai décidé de donner 30 billets, 30 places gratuites parce que je veux avoir je veux donner la chance aux entrepreneurs quand il y en a que c'est plus difficile financièrement. Es-tu en train de me dire que cette promotion-là que je fais est une promotion négative au niveau de la perception? Pas nécessairement. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'à la base, ce que tu fais, c'est que tu offres quelque chose qui va apporter de la valeur. En bout de ligne, ça apporte la valeur. Donc, immanquablement, la perception des gens, c'est qu'ils me donnent quelque chose qui a de la valeur. Mais si, exemple, pour vendre à chaque fois que tu as à vendre un produit ou un service, tout ce que tu fais, c'est de devoir baisser ton prix, faire des promotions. Puis à la longue, dans la tête de ton client, il va dire, ben écoute, il me vendait trop cher auparavant. Donc, ça ne veut pas dire que ce que tu vends n'a pas de valeur, mais que tu vendes, exemple, un crayon 1,22 puis tu le mets en promotion à 1,18, ben, le client va dire, ben écoute, il vaut-tu 1,18 ou 1,22? Mais dans le cas de toi, ce que tu fais, c'est que tu donnes une gratuité pour offrir de la valeur parce que tu veux le faire. Ton intention est différente. Ton intention n'est pas de vendre, ton intention est d'aider. Et là, à ce moment-là, ça crée une valeur beaucoup plus intéressante chez le client. Tu sais, la manipulation et l'influence, c'est deux choses c'est des parents proches. Hein? C'est des parents proches, c'est deux côtés d'une même médaille. Mais la seule distinction en arrière de tout ça, c'est l'intention qu'on a. Ton intention, toi, en offrant les 30 billets, c'est absolument pas une intention pécuniaire ou de manipulation. C'est une d'intention positive pour aller aider les gens. Donc, à ce moment-là, tu ne viens pas d'évaluer ton produit. Okay. Mais là, je viens de m'apercevoir que je me suis mis 2 pieds dans les plats. Pourquoi? Ben là, je viens de dire que j'ai offert 30 billets hier. Donc. Alors, chers gens qui êtes présents, vous êtes conscients que notre ami, c'est ça aussi être entrepreneur par moment. Ça s'appelle avoir de la générosité. OK. Non, je ne veux pas avoir de l'air plus fou que je l'ai là. OK, allons-y. Donc, ceux qui nous regardent pour une deuxième fois, les 30 billets sont encore valables et j'en rajoute 30 pour aujourd'hui.
Excellent, ça. Donc, il y a 60 personnes qui vont venir nous voir pour avoir énormément de valeur pour les aider à avoir plus de succès dans leur business. Donc, Parce que je crois à l'entrepreneuriat, je veux vraiment donner accès à des entrepreneurs qui ne trouvent pas ça facile aujourd'hui, ils veulent savoir c'est quoi en arrière, qui veulent avoir un petit coup de boost, là, puis dire gars, je veux me retrouver dans une communauté puis voir que je suis normal, moi, avec. Là. Et j'ajouterais là-dessus, on va souvent fronter l'entrepreneuriat, la réussite, la performance, le succès, l'argent. C'est correct, là, je ne dis pas que c'est l'inverse. Moi, ma mission, c'est d'aider les gens à avoir plus de succès. Mais ça dépend de la définition du succès qu'on peut avoir. Il ne faut jamais oublier une chose, derrière chaque entrepreneur, à la base, il y a un humain. Et je pense que je sais pour qu'on ait souvent discuté de ça, toi et moi ensemble, on connecte à la même place. L'humain doit être capable de se réaliser et le succès pour toi et pour moi et pour les gens qui nous regardent n'a pas non plus la même définition. Exact. Et pour moi, ça, c'est important de le mentionner et de bien positionner que l'entrepreneuriat, à la base, c'est une histoire humaine. Ce que je trouve difficile pour les gens aujourd'hui, c'est de voir il y a un gros transfert qui se fait actuellement du salariat à l'entrepreneuriat. Oui. Un peu par la force des choses, parce que notre économie nous amène énormément de changements. On voit la classe moyenne et l'entreprise moyenne qui est en train de perdre beaucoup de terrain, au détriment de la très grosse et de la très petite entreprise, qui ont chacun leur place et je crois qu'ils sont très bien définis, chacun de leur côté. Mais les grandes entreprises qui font des acquisitions, on voit des mises à pied, on vient de le voir encore cette semaine aux nouvelles avec Ronos, qui il y a des suspicions dans l'air de perte de plus de 200 emplois. Est-ce que c'est fondé ou pas? Ce n'est pas important pour ce qu'on en discute aujourd'hui, mais sauf ça fait partie de la réalité qu'on a d'aujourd'hui. Ces personnes-là qui ont ces bons emplois-là depuis X nombre d'années ont beaucoup de difficultés à retrouver les mêmes salaires, même si on parle de pénurie de main-d'œuvre. Ça ne veut pas dire que c'est dans les bons secteurs. Tout à fait. Et ces gens-là, souvent, se retournent vers l'entrepreneuriat, mais en gardant la mentalité d'un salarié. Mm-hmm. Et ce que moi, j'ai compris avec les années, c'est qu'un et l'autre n'est pas pire ou moins pire. C'est qu'un et l'autre sont deux mondes très différents qui évoluent en parallèle. Tout à fait. Point à la ligne. Tout à fait. Que l'on parle de finances, que l'on parle de décision, que l'on parle de retraite, tout se calcule d'une façon extrêmement différente. Assurément. Assurément. Et c'est pour ça aussi que beaucoup d'entrepreneurs, à la base, tu deviens entrepreneur parce que tu parles d'une expertise que tu as par rapport à une expérience ou une expertise. Exact. Mais lorsque tu te retrouves entrepreneur, tu n'as pas nécessairement toutes les connaissances techniques nécessaires, que ce soit des connaissances de gestion, ressources humaines, vente, marketing, expérience client, etc. Mais tu as ton expertise à toi. Donc, c'est important d'aller plus loin et de partager comme on est en train de faire là pour contaminer certaines personnes et leur donner encore plus des ailes pour qu'eux puissent se réaliser. Mais là, ce que tu viens de parler là, c'est bon. On parle tout de formation technique. Mais avant d'aller sur de la formation technique et être capable de vivre ça, c'est comment être dans le rôle de l'entrepreneur. Comment est-ce qu'on l'habite? Comment est-ce qu'on le pense? C'est tantôt, on a compté deux histoires. Tu as compté ce qui s'est passé là-bas, comment tu as dû le gérer à cause de décisions financières. Et moi, j'ai compté mon histoire des dernières années, comment j'ai dû vivre ça et le mettre en place en acceptant de faire autre chose à travers pour financer. Mais ça, c'est juste une partie de l'histoire parce qu'il y a d'autres choses qui viennent avec. Là. Mm-hmm. Je pense que l'entrepreneur, c'est cette partie-là qui doit apprendre à voir différemment. Oui. On n'est plus dans les « je gagne ça, je peux dépenser ça ». C'est comment est-ce que je peux investir, positionner stratégiquement et si ça ne fonctionne pas, comment est-ce que je l'amène, comment est-ce que je le place pour arriver à, pas à, mais à. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu sais, être entrepreneur, pour moi, il y a beaucoup une question, et il y a beaucoup une question
j'ai le mot en anglais, mais de mindset, d'attitude, de possibilité de te positionner correctement. Pour moi, ce n'est pas tout le monde qui a nécessairement la volonté ou j'allais dire les caractéristiques, puis ça fait un peu trop produit, mais les qualités ou les compétences ou les habiletés pour être entrepreneur. Quoique ça se développe. Ça, moi, je suis convaincu de ça. Mais à la base, c'est sûr que si tu gères ton entreprise de la même façon effectivement que tu es employé, que tu payes, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas fonctionner de la même façon. C'est ça. Donc, il y a une perspective différente ou un angle différent à mettre en place. Donc, le bagage que tu as, mon ami Vincent, c'est... Là, je vais juste reprendre ce que tu as sur ton livre. OK? Je regarde après, mais... Écoute. Se connaître soi-même, connaître ses clients, écouter avec un crayon, cibler sa clientèle. Et là, je donne tout ça juste pour vous donner une idée, mes amis, du bagage que Vincent a. Être remarquable, personnaliser son message, être mémorable, avoir un plan d'action, passer à l'action et présence stratégique. C'est pas avec ça qu'on vient de finir, là? C'est présence stratégique. Donc, arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter. Ce n'est pas des techniques de vente. C'est comment être dans l'entrepreneuriat. C'est le cheminement qu'on doit mettre en place. Donc, le 5 novembre, là, je viens de vous le dire tantôt, je rajoute 30 billets gratuits. Et comme on a 2 événements, un à Québec qui est le 5 novembre et un à Montréal qui est le 19 novembre, où on va avoir 2 conférenciers différents au chaque place. Donc, à Québec, on a toi et Daniel Blouin. Et puis, à Laval, on va avoir François Lemay et Joël Monzé, qui est un expert en neurosciences, où lui va tout nous décrypter le côté du cerveau. Comment est-ce que ça se passe, la mécanique du cerveau, pour un entrepreneur, quand la fatigue se mêle à ça? Pourquoi c'est important le repos? Et tout ce qui va avec, là. Comment est-ce qu'on, quand on se perd dans nos idées noires, comment est-ce qu'on fait pour se ramener? Il y a une mécanique du cerveau là-dedans. Là. Lui, là, va venir nous amener ça. Puis ça, c'est un bonhomme que j'ai rencontré cette année, puis je l'ai adoré parce qu'il vulgarise là, d'une façon tellement simple et comprenable. Parce que moi, là, je comprends vite, mais c'est long. OK? J'ai aimé ce bonhomme-là pour ça. Vous voyez, cher entrepreneur, que tout mène à l'entrepreneuriat. Vous en avez la preuve avant nous. Donc, comme je veux donner la chance à tout le monde de pouvoir assister à un événement qui va pouvoir le propulser, l'aider à aller plus loin, les 30 billets, je les duplique également pour l'événement de Laval. Donc, si vous nous écoutez, que vous êtes plus dans la région de Montréal, que Québec pour vous, ce n'est pas possible cette fois-là. Je veux vraiment donner cette opportunité-là de pouvoir prendre cette connaissance-là, de venir poser vos questions. Parce que oui, dans les 2 événements, OK? Ça, je t'en avais parlé un petit peu, Vincent, puis tu m'as dit que tu étais d'accord. Je vais avoir une boîte à questions. On va avoir des cartons sur place. Vous allez pouvoir écrire votre question, nous laisser votre courriel dessus. Non, je ne prends pas ces courriels-là pour vous inonder, pour vous vendre du stock. Ce n'est pas pour ça. Je vais avoir votre courriel, vous allez comprendre pourquoi. Pendant la soirée, on va être limité aux questions qu'on va pouvoir répondre. C'est sûr que si on a seulement qu'une ou 2 questions, ça va être simple à répondre. Mais si vous êtes toute la gang à nous poser une question, on ne pourra pas répondre à tout ça. Écoute, la soirée ne se finira jamais. Sauf que pendant la soirée, on va se permettre de répondre à quelques questions qui seront là. Les questions qui seront restées sans réponse après les 2 événements, ceux qui vont nous avoir laissé leur courriel, je vais vous envoyer une invitation à participer à un webinaire. Le webinaire, ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est une participation sur le web où là, nos 4 experts qu'on va avoir, peut-être que ça ne donnera pas pour la date, peut-être que oui, mais on va essayer de les avoir toutes les 4 et on va répondre, mes amis, à toutes vos questions. Donc, si on a un webinaire qui est pour durer 3 heures pour répondre à vos questions, on va leur répondre. Et comme on va avoir les questions d'avance, je pourrais manager avec nos experts pour avoir une plage horaire pour que chacun puisse répondre à ce champ d'expertise-là qui leur sera propre. Donc, voyez-vous, soyez présents le 5 ou le 19. Là, je vous en donne l'opportunité. Vous avez des billets gratuits. Là. Profitez-en. Là. Les billets n'étaient pas tellement chers, ils étaient 25, mais j'ai décidé que j'en donnais. Je veux donner la chance à tout le monde. Et si vous avez l'argent pour payer le billet, vous allez voir,
Je vais vous mettre le lien tout à l'heure. Si ça vous tente de payer le billet, bien, il y a le choix. Il y a le billet à 25 puis il y a le billet gratuit. Donc, si vous voulez laisser la chance à ceux qui ont moins d'argent pour le prendre, vous avez des moyens, faites-le. Mais je laisse ça à votre discrétion, ça ne me tente pas de juger ça. Le 5 novembre, à la scène Le Bourgneuf, où j'ai eu la chance de rencontrer le propriétaire, notre bon ami Sylvain. Sylvain Légaré. Sylvain Légaré, très sympathique, très impliqué aussi dans sa communauté. Et lui me mentionnait également que c'est rare qu'il voit passer des intervenants qui vont parler d'entrepreneuriat au niveau où on va le faire. Donc, je vous invite à venir avec vos questions si vous avez un doute. Vous n'êtes même pas certain que vous êtes encore un entrepreneur, mais que l'idée vous titille. Vous vous demandez c'est quoi? Ben, c'est le temps de le faire. Tout à fait. Vous êtes entrepreneur depuis longtemps, mais vous devez encore une fois vous réinventer. Ben, parfait, c'est la place. On va en parler. Moi, là, ça fait 28 ans que je me réinvente à peu près 3 années, je pense. Puis ça, c'est ça qui est difficile aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, les cycles d'entreprise étaient excessivement longs. On savait là que dans l'année, le mois de janvier, on avait de l'ouvrage. Février, ça roulait. Mars, ça tombait. Mois d'avril, ça repartait. L'été, c'était tranquille. On savait, là. On roulait cette année-ci, l'année suivante, ça se tenait. Des petites variations, mais minimes. Puis à un moment donné, ces cycles-là ont fini là, par jouer, là, très, très court, raccourcir. À venir jusqu'à aujourd'hui, on a juste à regarder les technologies. On va juste parler de Facebook, là, où on est actuellement. Là. Le 6 mois, on n'est pas loin, là, c'est court. Là. L'argent qu'on mettait pour les publicités là, nous rapportait déjà énormément plus que le dollar qu'on va mettre aujourd'hui. Puis pas un peu, là, énormément plus. Et ça, c'est juste pour mentionner ça. Et ça, c'est valable sur tout le reste. Exactement. Il y a 1 an, quand on voulait commander sur Amazon des produits, la livraison était 2 à 4 jours. On est rendu 1 à 2 jours. Ça, c'est juste pour de la livraison. Ça change la compétition, cela. Là. Ça change les paradigmes sur tout ce qui se passe alentour. Et ça a une influence partout. Les gens sont habitués d'acheter maintenant pour une livraison demain. Comment est-ce qu'on fait pour gérer notre business aujourd'hui quand on sait qu'on a un temps de fabrication qui est plus long que demain? Comment est-ce qu'on parle avec nos clients? Comment est-ce qu'on se positionne avec eux autres? Comment est-ce qu'on réinvente l'achat de nos équipements? Tu sais, j'ai dit que j'avais acheté, moi, des caméras. Là. Pas une scène. Mais là, je suis convaincu que vous avez des questions en arrière de dire, ben oui, mais là, si tu n'as pas une scène, comment tu as fait pour acheter 12 000 $ de caméra? Ou 20 000 $ ou 30 000. Tu sais, il y a des stratégies d'associer à ça. Il y a un minding, comme tu disais, qu'on doit l'avoir. Mais le 5, je pense que c'est la place pour poser ces questions-là. Et je peux vous dire que vous allez avoir, drôle de hasard, on va être tous des hommes sur la scène. Je n'ai pas pensé ou je n'avais pas à portée de main rapide d'avoir une femme. C'est les gens que j'avais à portée de main. Des gens que je considérais pour l'instant. Peut-être qu'une prochaine fois, on aura l'opinion d'une, 2 ou 3 femmes sur la scène, si on a une prochaine fois qui se présente. Mais je crois que c'est la place pour venir chercher le bagage d'expérience que vous avez besoin. Tous ceux qui vont être sur la scène, on va le faire sous forme d'entrevue. On va discuter comme on a fait là. Je ne veux pas qu'on tombe dans le formel, je ne veux pas qu'on tombe dans les grandes théories, les grandes stratégies. Je veux qu'on ait du concret. Ce qui se passe là dans la vraie réalité d'un entrepreneur. Donc, si vous voulez aller chercher un petit influx de fraîcheur, de vous dire, OK, c'est normal, on continue. Venez nous voir le 5 et le 19. Ou le 19. Ça va être ça peut être les deux, pourquoi pas? Hein? Exact. Pourquoi pas? Moi, c'est pas exclu que j'aille vous voir le 19 à Laval. Qui sait? Qui sait? Tu vas être le bienvenu, mon ami. Avec grand plaisir. Mais effectivement, tout ce que je peux rajouter, ce que tu viens de dire là, c'est venez juste partager avec nous. C'est juste ça. Notre objectif, c'est ça, c'est de partager, de vous donner de la valeur et de faire en sorte que vous ressortiez de là avec des outils, des idées, des trucs, une intuition, une pensée, une émotion qui va vous permettre de faire des pas de plus dans votre propre organisation. Exact. Là, je suis en train de... Je n'ai pas de l'air là, mais c'est parce que je suis en train d'aller vous coller dans les commentaires sur le Facebook Live. C'est parti, mes amis. Je vous ai mis le lien pour l'événement de Québec et de Laval sur Facebook.
Si vous écoutez cette vidéo en rediffusion et que vous voulez voir s'il reste des billets, mais je vous invite à aller sur ces adresses-là. J'ai mis des billets disponibles, je n'ai pas mis de date dessus. J'ai 30 places aux 2 places. Donc, faites-en profiter vos connaissances. N'ayez pas peur d'inviter du monde. Si vous avez une association d'étudiantes qui gravitent alentour de vous, vous voulez faire profiter des jeunes, c'est le temps de le faire. Exactement. On croit en la jeunesse. On est là pour aider à la prochaine génération d'entrepreneurs. Et là, je parle de jeunesse, ça peut être aussi nos personnes aînées, ça peut être des personnes de 60, ça peut être des personnes de 30 ans. On se fout un petit peu de l'âge. Moi, je crois profondément à l'entrepreneuriat. Puis l'entrepreneuriat, c'est très large. MLM, travailleur autonome, ça peut être un dirigeant d'entreprise. Donc, n'hésitez pas. Puis si vous avez une question, vous n'êtes pas certain, bien, envoyez-moi un message privé. Ça va me faire plaisir de parler avec vous puis d'en discuter. Puis j'espère vous voir le 5 et le 19. J'espère aussi que je vais te voir le 5, Vincent. Ah ouais, en théorie, je suis là, il n'y a pas de problème. Plus qu'en théorie, je suis là, gang, je serai là, sans aucun doute. Et ça sera un grand plaisir de tous vous voir. La conférence va être de 19h à 22h. Ouais. 3 parties. Je vais partir la soirée, peut-être avec un petit 20 minutes, une demi-heure, le temps de tout mettre ça en place. Et je vais être avec mes 2 invités à tour de rôle sur la scène. On va jaser, je vais me permettre de dire un peu comme 2 gars de garage, la fesse assise sur un coin de banc, puis on va jaser avec vous dans la salle. On va apporter des outils concrets pour vous donner un maximum de valeur. Mais on va être sur place à partir de 18h. Tu vas être là à 18h? Je vais être là à 18h. Oui, on va avoir chacun nos livres pour vous les présenter. Donc, Vincent va avoir son livre, si ça vous intéresse. Moi, je vais avoir le guide de survie d'un jeune entrepreneur où ce que je raconte vraiment ce qui s'est passé dans mes 15 premières années, comment j'ai dû me réinventer, comment ça s'est... J'ai des faits cocasses dans tout ça. Là. Ma famille qui ne croyait pas en moi, mais je vais vous en garder un peu. Et on va avoir aussi Daniel qui va être là avec son livre Sortie de zone et Entrée de zone. Et si vous avez déjà nos livres, qui n'ont pas été autographiés, vous voulez avoir notre autographe, ou juste venir nous voir, nous serrer la main, poser des questions, mais on va être là à partir de 18h pour le faire. Sur ça. Merci de ton invitation, mon cher, puis au grand plaisir de tous vous voir. Ça va me faire un grand plaisir de discuter, de partager avec vous et surtout de vous rencontrer. Exact. La même chose pour moi. Et sur ça, ça fait déjà plus d'1 heure. Oui, oui. Oui. On jase trop. Ça fait déjà une bonne heure qu'on vous tient à l'écran. Merci d'être là encore. Et puis, si vous avez des questions, je reste disponible. Et je vous attends à Québec le 5 ou à Laval le 19, mes amis. Bye tout le monde. Salut tout le monde. Merci Vincent. Bye. Salut Carl. Bye.